Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 14 mai 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant géopolitique et avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucune contribution de quelque nature que ce soit ou aucun mandat, bon, étant avocat. Donc, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la guerre, noble ou ignoble. D'abord, je tiens à préciser que la guerre noble ou ignoble, dans cette vidéo, je ne traite pas de la guerre civile, qui répond à des paramètres différents, un peu comme, si vous voulez, si vous vous souvenez de vos notions de biologie, une cellule se développe par scissiparité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur se forment deux groupes qui se polarisent et finalement la cellule, qui était une, se divise en deux. La guerre civile, c'est un peu comme ça. On peut faire cette analogie qui est, à mon avis, très intéressante. Mais dont je vais parler dans une vidéo ultérieure. Parce que les paramètres sont différents de la guerre, si vous voulez, dans sa conception westphalienne, c'est-à-dire de la guerre, si vous voulez, dans sa conception issue de la commune law, du droit de la mer, de la paix de Westphalie, et de la guerre entre des États, à ne pas confondre avec les gouvernements, on a tendance à confondre la gouvernance avec les États, mais ici on parle d'État à proprement parler. Donc, la guerre noble qui devient la guerre ignoble. Quelles sont les différences? Comment comprendre une guerre noble versus une guerre ignoble? Tout en mettant de côté la guerre civile, ça c'est différent. Donc, commençons par la guerre noble. Sur le plan anthropologique et sociodémographique, on peut comprendre qu'une communauté humaine s'organise autour de certaines personnes qui exercent un leadership, un commandement, des personnes plus fortes, plus en santé, plus intelligentes, en fait plus, et qui réussissent à regrouper autour d'elles une garde rapprochée. Hein? C'est ce qu'on va appeler dans l'Antiquité, au Moyen Âge, c'est ce qu'on va appeler les chefs, les leaders, les rois. Et les rois regroupent autour d'eux ceux qui ont participé à la bataille pour protéger le territoire, un territoire donné. Cette garde rapprochée va former ce qu'on appelle les nobles, une sorte d'aristocratie, les meilleurs, les plus forts, qu'on va anoblir et qui vont devenir des barons en Angleterre, des comtes ou des ducs en France, etc. Donc, une certaine noblesse. On va retrouver le même pattern, si vous voulez, dans la Rome antique, dans la Grèce antique à Athènes. On va retrouver le même pattern aussi en Macédoine, dans l'Égypte ancienne. Donc, vous avez un leader, vous avez un chef avec sa garde rapprochée. Là, on va prendre, si vous voulez, le modèle médiéval. On ne va pas couvrir l'Antiquité et les pharaons, là, ou encore Sumer ou la Syrie à l'époque d'Hérodote. Ce serait remonter un peu trop loin. On va se contenter, là, on va limiter je vais limiter mon discours à la période, si vous voulez, post-chrétienne, Moyen-Âge. Donc, ce qu'on va retrouver dans cette guerre, cette idée de guerre noble, on va retrouver cette idée fondamentale du chef et de sa garde rapprochée. Ce chef et sa garde rapprochée, le roi et les nobles, les peers, les anoblis, vont former ce qu'on appelle la noblesse d'épée. N'est-ce pas? Cette nomenclature, cet élément de la nomenclature médiévale existe et est reconnu, donc la noblesse d'épée.
le pouvoir politique à proprement parler qui se confond avec le pouvoir militaire à ce moment-là. Ensuite, vous allez avoir la noblesse de robe. La noblesse de robe, eh bien, c'est la religion, n'est-ce pas? C'est le catholicisme notamment, qui va plus tard éclater avec le protestantisme, le calvinisme, Luther, etc. Mais là, au départ, c'est l'Église catholique, le Saint-Empire romain. L'Église exerce un pouvoir temporel, ça va être comme ça jusqu'à l'accord de Latran en 1929 où l'Église va renoncer au pouvoir temporel. Mais jusqu'en 1929, l'Église participe de façon très active à la société et supporte principalement la culture, la connaissance, la santé, le premier système hospitalier, les premiers réseaux universitaires. C'est vraiment l'Église catholique qui a créé tout ça, n'est-ce pas? La culture, la science, la santé, l'aide sociale, l'aide aux plus pauvres. Donc l'Église, à travers l'Europe, au Moyen Âge et même par après jusqu'à l'ère industrielle, même pratiquement jusqu'à l'ère moderne, dans la plupart des pays, joue un rôle extrêmement important. On va le voir aux États-Unis encore aujourd'hui, l'Église catholique est très présente dans le réseau de la santé et dans le système universitaire. Donc, on a au Moyen Âge une noblesse d'épée, une noblesse de robe, ce qui comprend aussi les monastères, n'est-ce pas, les moines qui vont copier les œuvres de Platon, d'Aristote, la Bible, et avant l'invention, si vous voulez, de l'imprimerie avec Gutenberg, eh bien, tout ça se fait à la main. Ce sont des copistes. Donc, l'Église joue un rôle important. C'est ce qu'on va appeler la noblesse de robe. Au Moyen Âge, on va avoir aussi ce qu'on va appeler le tiers-état, c'est-à-dire les petits commerçants, les gens de métier, les agriculteurs, les journaliers, des gens qui font de petites tâches, surtout dans l'agriculture, ou encore à la forge, les forgerons, ou encore des métiers comme tissant, etc. Ça, c'est le tiers-état, n'est-ce pas? Ce tiers-état qui va devenir, avec la révolution industrielle, la bourgeoisie, mais aussi le prolétariat. Donc, on voit tout de suite comment se forme, si vous voulez, comment le tiers-état va éclater en deux groupes, là, plus tard, beaucoup plus tard. Mais au départ, donc, vous avez trois paramètres, si vous voulez, sous-groupes à l'intérieur de la communauté humaine. À l'intérieur d'un État, vous avez la noblesse des pays, la noblesse de robe et le tiers-État. Et à peu près chaque petit royaume, chaque roi en Europe contrôle un territoire où subsistent ou existent ces trois éléments de la communauté humaine. Maintenant, quel est le lien avec la guerre noble? Eh bien, il se produit des disputes au sujet des frontières entre les différents territoires des différents royaumes. Et il y a aussi des disputes intrafamiliales. Le fils du roi va marier la fille d'un autre roi, et là, il va se former des alliances, il va y avoir des décès, des héritages. Donc, tout ça, c'est dans un contexte de grande proximité au sein des monarchies européennes. Proximité familiale, dispute territoriale, partage des richesses. On veut déplacer la frontière d'un côté de la rivière et non pas pour pouvoir contrôler la rivière ou ainsi de suite. Donc, ou encore des mines. Et voilà. Donc, on se retrouve dans un climat si vous voulez, de coexistence plus ou moins pacifique entre les différentes noblesses d'épée qui composent l'Europe à ce moment-là. Ce qui fait l'unité de l'Europe, par contre, c'est la noblesse d'Europe. L'Église catholique essaie d'étendre son influence, et ça pendant des siècles, jusqu'à la rupture d'Henri VIII, qui, lui, va fermer les monastères, parce que les monastères font concurrence aux propriétaires terriens, aux freeholders. Et là, à ce moment-là, il va se développer une guerre de religion qui va devenir, qui va prendre la forme parfois de guerre civile, on va le voir avec la Saint-Barthélemy, ou encore carrément la guerre entre États avec la guerre de 100 ans, etc. Donc, on s'aperçoit que l'Église catholique, malgré tout, a réussi pendant des siècles à maintenir une certaine paix. Maintenant, tous ces rois sont des rois chrétiens. Que ce soit les tsars de Russie, Pierre le Grand, que ce soit Frédéric de Prusse, ou encore Georges II, Georges III, ou Louis XIV, Louis XV, ce sont des rois fondamentalement chrétiens.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a un affrontement, ce que ces nobles vont vouloir protéger, ce sont les infrastructures et les populations civiles. Quelles sont ces infrastructures? Bien, ce sont les châteaux, n'est-ce pas? Les châteaux et les alentours, ce qui permet à la communauté de survivre, l'agriculture, etc. Bon. Et si vous allez en Europe aujourd'hui, vous allez voir qu'en Europe continentale en particulier, vous allez voir qu'il y a des châteaux partout, en Espagne, au Portugal, en France, en Italie. Les châteaux, beaucoup de châteaux ont été préservés à peu près intégralement. Dans le cas de l'Angleterre, c'est un peu différent, parce que l'Angleterre, à cause d'Henri VIII, a connu, si vous voulez, des guerres civiles. Il y a eu la guerre des Deux Roses auparavant. Il y a eu ensuite l'aventure de Cromwell avec Charles, qui a fait décapiter Charles Ier. La guerre entre les puritains et les anglicans. L'expulsion des catholiques ou la mise au banc des catholiques. Ensuite, l'adoption de lois sur la tolérance par les parlements. Bon, tout ça pour vous dire que le modèle anglais a amené, et de nombreuses guerres civiles, ont amené la destruction, ou du moins des infrastructures médiévales terriblement endommagées. En France, évidemment, il faut attendre 1789, mais 1789 va être finalement une époque relativement courte, et parce que Bonaparte va ramener la loi et l'ordre, et par la suite, bon, on va se retrouver un peu plus tard avec une nouvelle monarchie, ensuite un second empire. Bon, le modèle français est très différent, mais tout ça pour vous dire que les nobles chrétiens, les rois chrétiens, vont s'affronter dans de grandes clairières, à l'extérieur, si vous voulez, des châteaux, à l'extérieur, si vous voulez, du domaine du tiers-État, dans de grandes clairières vides, de grandes plaines, et en ordre de phalange, de centurie, en rang d'oignon. Et là, les armées des uns et des autres vont s'affronter sur terre et un peu plus tard sur mer. Donc, on voit que euh, on veut préserver les infrastructures. C'est ça un peu le but de ma vidéo d'aujourd'hui. On veut préserver les infrastructures et on ne veut pas toucher aux populations civiles. Les femmes, les enfants, les vieillards, les handicapés, ça là, on ne veut pas les mêler à cette espèce de règlement de compte en gang, si vous c'est littéralement ça, hein. On voit ça aujourd'hui avec des groupes criminalisés, là, mais au Moyen Âge, c'est les rois et leurs gardes rapprochés qui s'affrontent dans des champs. On le voit avec Napoléon à Austerlitz, etc., ou encore la campagne de Russie. Donc, tout ça, avant la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une règle. Et même avec la Première Guerre mondiale, les tranchées de la Somme, la Marne, c'est vraiment une bataille dans des plaines, dans des clairières. La Première Guerre mondiale, avec les tranchées, les barbelés, évidemment, il y a de l'artillerie, ça va être le début des blindés avec Little Heart, et bon. Mais tout ça pour dire que on essaie de se tenir à l'extérieur des villes pour préserver les infrastructures. Et la raison à ça, c'est simple, c'est que ce sont des monarchies qui ont un fondement de christianisme, que ce soit les monarchies, si vous voulez, de la Confédération germanique, la Prusse, la Saxe, la Bavière, l'électorat de Hanovre, la province de Hesse, tout ça, et la France, l'Angleterre, le, le, ce qui va former le Benelux, la Scandinavie, ce sont toutes des monarchies chrétiennes. Et c'est cette base de christianisme qui fait en sorte qu'on préserve les infrastructures. On ne voit pas l'utilité de détruire le château, même si ça va arriver dans certains cas. On ne voit pas l'utilité de s'attaquer aux populations civiles, de violer les femmes, de tuer les enfants. Oh, non. Les nobles, à cette époque, s'affrontent dans des clairières avec, à un moment donné, avec des canons, des mousquets, ou avec simplement les épées, les fourches, euh, les lances, etc. Donc, grosso modo, on assiste à une forme, si vous voulez, réglementée de la guerre. Maintenant, il faut se poser la question, comment tout ça va
dégénérer qu'on va passer de la guerre noble à la guerre ignoble. Eh bien voilà. Il faut comprendre que sur le plan de la philosophie, des penseurs du 16e, 17e et 18e siècle vont réfléchir, vont se retourner contre le christianisme, vont remettre en question les dogmes catholiques. Et on pense entre autres, si vous voulez, de façon indirecte au départ, à des penseurs comme René Descartes, Cogito ergo sum, ou Manuel Kant, ou Fichte, Schelling, Hegel, qui vont beaucoup mettre l'accent, si vous voulez, sur cette idée de l'Aufklärung, c'est-à-dire sur l'idée du chef. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin de cette idée de Dieu, mais on peut comprendre que ce sont les humains qui dirigent les causes des humains. Ça va être l'humanisme rationnel, rationaliste, et sous l'influence des philosophes allemands, notamment que je viens de nommer, là, Kant, Fichte, Schelling et d'autres qui vont s'ajouter, et Karl Marx, Engels. Et à ce moment-là, on va affirmer la primauté de l'État et la primauté du chef, la dominance du chef, de l'Aufklärung, du leader, du commandant qui va devenir le commandant en chef. Plus tard en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, le président au titre de commandant en chef, sauf que l'expérience américaine va conserver Dieu. Voilà. Donc, avec l'influence de la philosophie allemande qui va s'étendre, on se retrouve avec une dominance de l'homme sur l'homme, de l'homme par l'homme, et avec la révolution industrielle, n'est-ce pas, de l'éclatement dans deux classes. En Angleterre, on va se retrouver avec toutes sortes de théories plus ou moins racistes, avec Darwin, Spencer, Galton, Bagehot, et qui vont justifier l'esclavagisme, qui vont justifier la suprématie, si vous voulez, de la race blanche, et et qui vont, surtout avec Darwin, qui vont mettre en cause, et qui vont mettre en doute, qui vont douter, si vous voulez, de la Genèse, de tout ce qui est écrit dans la Bible, dans les textes saints. Et cette critique du christianisme va se continuer jusqu'à tout récemment encore. Et on va célébrer la mort de Dieu avec Nietzsche, avec l'arrivée, par exemple, de Martin Heidegger, qui va être nommé recteur de l'université de Berlin par Hitler. Donc, mais on peut dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, la guerre était menée, si vous voulez, de façon relativement correcte, entre guillemets. Autrement dit, on préserve les infrastructures, on préserve les populations civiles, on essaie de les mêler le moins possible aux guerres, aux échanges acrimonieux militaires entre les différents souverains d'Europe. Donc, il y a cette préoccupation, je vous dirais, spirituelle, métaphysique, de se conformer aux 10 commandements de Moïse, reçus sur le mont Sinaï, sur si vous voulez, la pensée de l'Évangile. Voilà. Et cette approche chrétienne de la politique et de la guerre va préserver grandement les populations civiles jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais ça, ici, à part les situations de guerre civile, ça, c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui, évidemment, avec la philosophie allemande et l'expansion de la philosophie allemande, de la pensée germanique avec l'arrivée de Bismarck en 1870, qui va unifier la Confédération germanique pour former l'Allemagne, eh bien, on va, la pensée germanique de Nietzsche en particulier, Friedrich Nietzsche, et de Hegel sur l'Aufklärung, et plus tard en 1917 avec Marx, et puis Engels et Proudhon, et finalement avec Auguste Comte qui va faire de la science, la religion, la science. On a entendu ça au cours des 2 dernières années, la science d'ici, la science d'ici. On fait de la science une religion. Eh bien, on va dégénérer vers les guerres ignobles.
Et celui qui va initier les guerres ignobles, eh bien, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler va cibler d'abord et avant tout, on l'a vu avec l'invasion de la Pologne, ce qui cible, c'est les populations civiles, carrément. Donc, on oublie la guerre dans les plaines, dans les grandes clairières, les affrontements, où on permet l'évacuation des prisonniers, des blessés. Eh bien, là, on va tomber dans une guerre extrêmement cruelle, dans des boucheries et la destruction des infrastructures. On pense à l'évasion de la Pologne, comme je disais, Varsovie. On pense aussi au camp de travail, n'est-ce pas? On va impliquer les civils dans la production militaire et dans les camps de concentration, l'élimination des civils qui représentent des risques politiques, que ce soit les juifs, les homosexuels, les tziganes, les slaves, ça c'est le modèle allemand, là, et ce qui va mener à la Shoah, au camp d'extermination. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la grande différence entre les guerres nobles et les guerres ignobles, c'est que dans les guerres ignobles, on va s'acharner sur la destruction des infrastructures. Les bâtisses, les ponts, les routes, les aqueducs, l'approvisionnement en eau, l'électricité, et voilà, tout ce qui permet en fait à la société civile de fonctionner, on va le détruire. Ça n'existait pas, ça, je vous dirais, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et on va impliquer les populations civiles, les femmes, les enfants, et, comme on dit, tout le pactole va être plongé dans l'état de guerre, ce qui est tout à fait anti-chrétien, mais qui est conforme à la pensée germanique, qui est conforme à la pensée allemande, à savoir que dans la société, il n'y a pas des zones d'exclusion, des zones qu'il faut protéger pour toutes sortes de raisons spirituelles, parce qu'il y en a peu de spiritualité. Là, présentement, on tombe dans un monde strictement, je vous dirais, avec les économistes anglais et britanniques, on tombe dans un monde de fonctionnalité socio-économique, politico-économique. L'être humain devient un boulon dans une machine industrielle, ce que les penseurs britanniques et allemands ont initié et ce qui est devenu la doxa socio-économique aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, il y a des portions, il y a des groupes dans notre société qu'on doit protéger. Quand la guerre éclate, elle devient ignoble, parce qu'on l'a rendue ignoble, parce qu'on a renoncé à des principes fondamentaux du christianisme. C'est aussi simple que ça. Maintenant, et ça, ça a été, je vous dirais, l'apothéose de cette déchéance, c'est Hiroshima et Nagasaki. Là, avec l'arme atomique, on détruit tout. C'est la fin. C'est l'Apocalypse. C'est la révélation de Saint Jean. C'est l'homme qui détruit l'homme intégralement. Tout y passe. Femmes, enfants, bébés, vieillards, handicapés. Tout y passe. C'est terrible. Mais ça, c'est la pensée germanique qui remonte 16e, 17e siècle, où on a déconstruit, sur la base du rationalisme, on a déconstruit le christianisme et introduit un langage hermétique, une espèce de friture merdique et philosophique qu'on va appeler la logique de Hegel, sa philosophie de l'histoire, qui finalement débouche sur le marxisme, qui finalement débouche sur Nietzsche, qui débouche sur la psychanalyse, et qui débouche sur ce qu'on va appeler le SAD, Sex, Arms and Drugs, le contrôle du comportement humain par une élite, le contrôle de la pensée humaine par une élite qui a décidé de jouer le tout pour le tout. On retourne aux oligarques de Platon et d'Aristote et on fait tabula rasa de l'expérience chrétienne qui a protégé l'humanité pendant des siècles. Voilà. Voilà. Et il faut trouver dans la pensée germanique le germe de cette autodestruction de l'humanité. C'est là que ça se trouve et pas ailleurs. Et l'apothéose de ce germe, le fruit, ça a été quoi? Ça a été la Deuxième Guerre mondiale, où on s'est acharné sur les infrastructures en Europe, notamment.
l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, même une grande partie de l'Asie, ont été épargnés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, on en parle peu, dans le cas de l'Amérique du Sud et dans le cas de l'Amérique centrale, à cause d'un catholicisme profondément implanté qui a protégé. Dans le cas de l'Europe, eh bien, ça a été la grande dévastation. Mais voilà. Donc, il faut voir qu'il existe, qu'il a existé sur la Terre des opérations militaires qui étaient menées en fonction de paramètres durs à accepter, mais qui préservaient l'essentiel de la société. Ce qui reste aujourd'hui des châteaux, des monastères en Europe, le prouve, le démontre hors de tout doute. Et qu'à une certaine époque, les monarques savaient mener une guerre de façon noble. Avec la Deuxième Guerre mondiale, l'industrialisation, la paupérisation, la concentration des populations dans les villes, l'enjeu est devenu aussi bien économique que militaire, pas seulement le fait de déplacer des frontières, mais aussi de mettre la main sur des infrastructures industrielles, commerciales et autres, des réseaux de distribution, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour cette vision de la guerre noble qui a transité grâce à la pensée germanique et à la pensée anglaise jusqu'à un certain point, initié par Darwin, Galton, Spencer et d'autres, qui nous a opéré un glissement d'une pensée foncièrement chrétienne vers un modèle purement socio-économique, militaire, un rapport de force pure qui fait en sorte qu'il n'y a plus de zones protégées à l'intérieur de nos communautés. C'est un bien triste bilan, mais c'est exactement où nous en sommes rendus et ça explique un peu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, n'est-ce pas? Et là, sans prendre position pour la Russie ou pour l'OTAN, l'important, c'est de constater l'acharnement contre des infrastructures, l'acharnement contre les populations civiles, ce qui n'a pas été le cas pendant des siècles. Et les Américains ont, si vous voulez, consacré cette doctrine de la destruction absolue en utilisant l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki. Et aujourd'hui, encore, nous vivons sous la menace nucléaire qui ne va épargner personne. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Vous n'ayez pas peur de dire, enfin, de me signifier, enfin, de dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas et de commenter. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end.